Cool Radio, la radio qui vous fait du bien. Avant de parler de sécurité publique, parlons de celle qui en est la gardienne, à savoir la police, et d'apporter des précisions terminologiques. Police vient du latin politia, qui lui-même trouve son origine dans le grec politeia, qui est l'art de gouverner la cité, lequel dérive du mot polis, P-O-L-I-S, qui veut dire cité ou ville. En vieux français, police, P-O-2-L-I-C-E, signifiait gouvernement. Au fil des ans, le mot s'est limité à la gestion d'une cité pour acquérir son sens actuel d'organe, de règles et de mission, permettant d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Afin de nous accompagner sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Boitel, journaliste. Alors Antoine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nous retracer ton background familial, ton parcours de journaliste et ton centre d'intérêt qui n'est pas anodin pour la police? Alors bonjour à toutes et à tous. Mon background familial, je suis donc un provincial, je viens d'Eure-et-Loir. J'ai grandi donc dans des petits villages, un peu perdus au milieu des champs. Pour ce qui est de mon intérêt pour la police, alors en fait, je dirais que l'année 2015 pour moi a changé un peu la donne en matière sécuritaire. Ça faisait une quinzaine d'années que je vivais à Paris. Oui. Et les attentats m'ont beaucoup marqué en réalité. Attentats, en fait, qu'on rappelle, c'est les attentats de 95 du métro, c'est ça? Ah non, je te parle de l'année 2015, c'est-à-dire l'année 2015, c'était les attaques premièrement de Charlie Hebdo en janvier, et puis qui ont été en quelque sorte, qui ont connu une deuxième déflagration avec les attaques du 13 novembre de Paris et Saint-Denis. Oui. Moi, à l'époque, j'étais journaliste magazine, j'étais dans un tout autre secteur de la presse. Et ça commence à me questionner, cette histoire de sécurité intérieure. Et en 2017, on m'a donné l'occasion d'aller travailler dans un nouveau média qui était à l'époque RT France, donc Russia Today, qui a récemment été fermé, comme chacun sait. Et là, dès que j'ai commencé à travailler là-bas, en fait, je me suis vraiment spécialisé sur les questions de sécurité intérieure à partir de 2017. Et c'est devenu une vraie passion. En fait, pendant 5 ans, j'ai fait que ça au sein de RT France. Suite à quoi, je suis parti l'année dernière dans les conditions qui étaient celles de RT France à ce moment-là, c'est-à-dire que l'État russe, à mon sens, devenait en quelque sorte belligérant d'un camp occidental. C'est peut-être un peu exagéré quand on dit comme ça, mais en réalité, moi, c'est comme ça que je le prenais. Ouais. Donc, je pouvais plus travailler pour ce média, ni à titre personnel, ni à titre professionnel, parce qu'en fait, on m'a fait aussi comprendre au sein de la police que ce serait pas possible d'échanger avec la même qualité de rapport ensuite si je restais là-bas. Et de toute façon, ça tombait bien parce que moi, je me sentais plus à l'aise en fait. Tu n'avais plus du tout en fait ta liberté de penser en fait, la liberté, je l'aurais eue. J'avais pas de problème de liberté éditoriale. En revanche, mes échanges, la qualité de mes échanges avec les policiers et le ministère, etc., aurait radicalement changé puisqu'ils m'auraient pu adresser la parole en quelque sorte. Et puis, je me sentais moins fondé à le faire dans le sens où la France prenait une position opposée à celle de la Russie et la Russie opposée à celle du camp occidental. Donc, en réalité, tout le monde était d'accord pour pas s'entendre. Donc, moi, je suis d'abord français en fait. Ouais, donc j'ai quitté le média. C'était l'année dernière. Ensuite j'ai travaillé donc principalement avec Le Point, Valeurs Actuelles et avec Carl Zero cette année. On a fait des faits divers avec Carl Zero qui étaient très très intéressants, des belles petites enquêtes pour son magazine L'Envers des affaires. Suite à quoi j'ai beaucoup travaillé avec le point.fr surtout. J'ai fait une petite enquête sur le champ de Mars qui m'a beaucoup plu. Quand tu dis tu as travaillé, tu étais j'étais pigiste extérieur, j'étais collaborateur extérieur. D'accord. Toujours sur le sujet police, voilà. Et faits divers, donc pour enquête criminelle, on va dire, pour Carl Zero. Et puis là dernièrement j'ai travaillé surtout dans un autre secteur qui est celui des médias, le journalisme sur les médias en réalité, donc quelque chose qui s'appelle la lettre de l'audiovisuel.
Et voilà, je continue à naviguer. Merci Donc, en tout cas de mon nous avoir. Oui, merci pour ta présentation. En fait, donc on a très bien compris ton intérêt pour la police, en fait, issu de 95 avec des questionnements en fait sur la sécurité intérieure. Ton parcours est extrêmement riche et puis en même temps, je trouve qu'il est assez indépendant dans la mesure où tu n'appartiens pas à un média figé, en fait, mais entre guillemets, tu proposes en fait tes sujets oui. aux, Dernièrement, j'ai fait un sujet sur le service national universel pour Marianne, par exemple. Ouais. Il s'est avéré que j'avais des informations concernant une agression sexuelle sur mineur qui avait eu lieu dans un centre SNU Oui. de la part d'un encadrant majeur. Donc ça a plutôt pas mal défrayé la chronique dans la mesure où il s'agit un nouveau clou dans le cercueil de ce SNU là, piloté par le gouvernement. Donc oui, effectivement, une variété de sujets plutôt centrés toujours sur la question de la sécurité, avec en ce qui me concerne une grande affection pour les fonctionnaires en général, ceux qui travaillent dans la santé, qui travaillent dans n'importe quel secteur, et ceux de la police en particulier, puisque Oui, les amitiés se nouent au fil des années. Ouais, c'est vrai en fait, mais tu gardes quand même ton indépendance en fait sur les forces de l'ordre. Bien sûr. On va parler sécurité, hein, puisque tu adores ça en fait, et sécurité publique, tranquillité publique, mais aussi chaos, désordre et violence. Et à ce stade, en fait, j'ai une première question en fait qui me vient à l'esprit sur la violence. En fait, la violence, elle est amplifiée en fait par les médias, quasiment presque en boucle en cas de manifestation publique. Au sens sociologique en fait de Weber, la violence en fait est-elle l'expression en fait une expression légitime, ou est-ce que d'après toi c'est toujours l'instrument des brutes? L'instrument des brutes, alors ce dont parle Max Weber, effectivement le monopole de la violence qui serait donc une tentation de l'État au sens institutionnel du terme, elle est souvent reprise. Oui. On dit parfois qu'elle est galvaudée, d'ailleurs, cette expression. Elle n'est pas extrêmement bien définie en droit, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des notions de légitimité de l'usage de la force qui sont appliquées aux gendarmes, aux policiers et aux policiers municipaux. Oui. Est-ce que c'est, à mon sens, non, bien sûr, ça peut pas être que l'apanage des brutes, mais évidemment, si en cela on peut différencier l'usage de la violence par des éléments violents sur des manifestations, par exemple, ou des violences de rue, évidemment on va tracer une ligne avec l'usage de la force de la part des policiers et des gendarmes. Évidemment, il y a une confusion qui s'installe depuis quelques années, principalement depuis les émeutes un peu sociales, on va dire depuis 2016, 2017, 2018 ensuite, bien sûr. Il y a une vulgate médiatique qui pousse à faire croire, évidemment, que les policiers useraient de la violence n'importe comment, selon leur bon vouloir, etc. Tu parlais des médias qui répètent en boucle ces phénomènes de violence de la part, donc j'imagine tu sous-entendais des policiers et des gendarmes. En l'occurrence, il y a des dérives qui sont admises à présent sans l'emploi du terme de violence policière, pas tellement, mais enfin encore que Emmanuel Macron l'a dit une fois, je crois. Mais, il y a des violences qui sont donc pointées du doigt évidemment par les ministres successifs qui sont bien obligés de répondre à cette demande de la part des médias de la population de punir les personnes, les fonctionnaires qui se rendraient coupables d'un usage disproportionné de la force. Ben voilà, c'est bien sûr ça la question, c'est est-ce que l'usage de la force est proportionnel à la situation. Alors là, on peut jouer sur les mots et le ministre peut dire autant de fois qu'il veut qu'on va punir les coupables de ceux qui auraient des policiers principalement qui auraient utilisé la force à mauvais escient. À mon sens, il y a un cas quand même qui est assez éclairant, qui est celui de l'accident de Manuel Kwan, qui est donc ce manifestant gilet jaune qui perd un œil lorsqu'il reçoit une grenade lacrymogène projetée par un cougar en plein visage, place d'Italie.
Donc c'était l'anniversaire des Gilets jaunes, des manifestations des Gilets jaunes, donc c'était en novembre 2018. Oui. Là, il y a quand même un grand chaos qui règne ce jour-là. Enfin, on est sur la place d'Italie. La place d'Italie est en quelque sorte cadenassée. Donc il y a un dispositif policier qui se met en place autour des manifestants Gilets jaunes. On leur empêche en fait de s'extraire de cette place. On les empêche de sortir, mais en même temps, on leur jette du gaz au visage. Le gaz étant le moyen de dire, de signifier à la foule que c'est le moment de se disperser, de partir, s'ils n'ont pas déjà fait avant. Ça c'est utilisé quand même un peu comme ça. C'est un moyen de force intermédiaire pour dire vous n'êtes plus légitime à rester ici. Mais on leur envoie ça en quelque sorte dans la tronche, puisque là c'est quand même ce qui est arrivé à Manu Kwan, même si s'il n'était pas visé spécifiquement par le tir. On leur envoie du gaz pour qu'ils partent et ils restent sur place. Donc là, on voit quand même qu'il y a un petit problème d'usage de ce monopole de la force légitime ou illégitime, puisque les policiers ont reçu licence en quelque sorte ou ordre d'utiliser des armes dont ils ne mesuraient pas forcément les effets au moment où ils l'ont utilisé. C'est-à-dire que le policier qui vient d'être mis en examen la semaine dernière ou il y a 2 semaines, à la suite d'une vidéo analytique du Monde.fr, donc de Arthur Carpentier, là, excellente enquête demain. Ce policier-là, est-ce qu'il a fait un usage illégitime de la force? Il a mal utilisé son arme. Oui, puis après, c'est une appréciation terrain aussi. Alors du coup, c'est une tragédie pour Manu Kwan en face, qui perd un œil et dont la vie est détruite. Donc, c'est quelqu'un que j'ai déjà interviewé, qui continue d'essayer de travailler dans des conditions psychologiques et physiques qui sont très difficiles. Il a perdu beaucoup d'estime de soi. Enfin, c'est quelqu'un qui est en grande difficulté personnelle, quoi. À cause de ce tir, mal calculé, comme tu disais, donc l'angle de tir était mauvais puisque le tir aurait dû partir plus en cloche. Le cougar, c'est une sorte de canon qu'on porte à la taille et qui envoie la grenade lacrymogène très en hauteur et qui doit retomber bien plus loin que les 56 mètres qui ont été la fin de la trajectoire de cette grenade, donc dans le visage de Manuel Kwan. Ce jour-là, il y avait des policiers déjà qui étaient constitués en association, donc sans mandat syndical, issus des policiers du mouvement des policiers en colère. Ils avaient déjà dit à leurs collègues, dans des publications, dans des tribunes, le ministre Castaner et le secrétaire d'État Nunez ne seront pas là pour vous tenir par la main le jour où vous passerez en assise pour avoir mal utilisé votre arme. Ah oui. L'infirmité permanente causée à un tiers, c'est les assises en réalité. Ils avaient prévenu, ils l'ont dit plusieurs fois, ils l'ont redit. Et alors, évidemment, les policiers, eux, ils écoutent déjà les ordres, leurs supérieurs hiérarchiques, etc. Éventuellement leurs syndicats quand ils sont pas contents. Mais ils ont peut-être pas assez écouté les associations de policiers en colère qui, eux, s'inquiétaient de savoir, d'une part, ce qu'on faisait aux manifestants parce qu'ils n'étaient pas particulièrement opposés aux Gilets jaunes, en soi, au départ. Et puis, surtout, ils se demandaient ce qu'allaient devenir les fonctionnaires qui allaient être poursuivis dans des cours d'assises, en correctionnel aussi. Ne faites pas n'importe quoi. C'est ça, c'était le message. Donc la question à ce moment-là, c'est la sécurité publique, la légitime défense, l'usage légitime de la violence, ce monopole de la violence, à qui il revient, quoi. Parce que Manu Kwan, il porte aussi plainte contre le préfet allemand. Le préfet de police de Paris, à ce moment-là, il a une méthode dure vis-à-vis des Gilets jaunes. Il faut surtout pas rééditer l'incendie du Fouquet sur les Champs-Élysées qui a vu la chute de son prédécesseur, le préfet de police Delpech. Il faut surtout pas rééditer ce genre d'écart. Donc lui, il veut tenir la rue, quoi. Il tient la rue, mais avec fermeté, avec trop fermeté. Fermeté, malheureusement. Malheureusement, c'était ce qui était attendu de lui. Mais ce monopole de la violence, à mon sens, à ce moment-là, ce jour-là, peut-être avant, mais les Gilets jaunes diraient bien sûr avant. Mais à mon sens, ce jour-là, il atteint vraiment ses limites, puisqu'on voit très bien Manu Kwan sur la vidéo
au moment où il est impacté, il est en train d'être filmé en fait à ce moment-là par un autre gilet jaune. Oui. Ils sont en train de converser tranquillement avec le type, ils font une sorte d'interview de rue, comme font tous les street journalistes, mais là c'est un gilet jaune qui filmait en plus. Oui. Ils font rien de mal ces gens-là, ils ne font rien de mal à ce moment-là. Alors... Ce type prend ça en pleine tronche, sa vie est détruite. Ouais. Et là, on peut pas dire que le monopole de la violence apparaît sous le jour, au monopole de la force, sous un jour très positif, quoi. Entendu. Alors, c'est un usage politique, quoi. C'est un peu ça qui est... Afin d'appuyer nos propos, moi, il m'a paru intéressant de contextualiser au travers d'une frise chronologique, en fait, certaines formes, en fait, de manifestations sociales et de violence, en fait. Alors, on va partir en 36, en fait, le 26 mai. Il y a un mouvement de grève qui se généralise dans la région parisienne. Près de 100 000 ouvriers métallurgistes sont en grève. Un jour plus tard, en fait, il y a une publication en fait, dans Le Populaire de l'article Tout est possible de Marceau Pivert où il propose de transformer le mouvement populaire en révolution sociale. À ton avis, quel est le je dirais pas le fil conducteur, mais le fil déclencheur en fait de ça, d'un mouvement social populaire en une révolution? Est-ce que tu penses alors, en matière de révolution, la France s'y entend un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on en a fait 2 ou 3, quoi. On peut pas refaire toute l'histoire, mais c'est un long fil de révolte populaire qui mène à la forme démocratique française actuelle, en réalité. Puisque, bien sûr, partant de 89 et jusqu'à travers le 19e siècle, les révoltes des communes, etc., il y a quand même une filiation d'utilisation de la violence par la rue, ou de la barricade, ou de la résistance au pouvoir politique en place, qui est une tradition française en quelque sorte, et c'est comme ça qu'on est vu à l'étranger d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas de, jusqu'aux révoltes récentes contre la réforme des retraites, il y a quand même un usage qui est fait de la rue qui est assez costaud, quoi, en France évidemment. Je voulais juste revenir sur juste avant 1936. Il y a la date. Il y a une autre date, à mon sens, qui amène aux événements des années 30, de toute façon, c'est le 6 février 1934. Il y a une émeute qui a lieu place de la Concorde face au Parlement français. En fait, les manifestants donc, de l'extrême droite à l'époque veulent renverser le Parlement après que le préfet de police de l'époque a été limogé, donc c'est l'égide de Jean Chiappe. Il est limogé et c'est l'extrême droite qui prend sa défense et qui s'insurge en fait contre ce limogeage. Et là, on assiste quand même à une des émeutes françaises les plus violentes. Je voulais juste, si c'est possible, rappeler l'extrême violence de ce qui s'est passé à cette époque-là pour qu'on se rende compte quand même de ce qu'on qualifie de violent aujourd'hui. Donc émeute du 6 février 1934, des milliers de militants, dont certains armés, tentent de marcher sur le palais Bourbon. L'émeute est extrêmement violente à coups de boulets de charbon, de débris de fonte et de lames de rasoir fichés au bout d'un bâton, de billes d'acier. Ils jettent tout ça en fait sur les chevaux de la garde mobile qui tombent par terre. Il y a des balles de revolver qui sont tirées. Les événements se soldent rapidement par une quinzaine de morts. Puis, avec les jours suivants, on arrive à quasiment 30 morts, dont certains policiers, gendarmes. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est que la violence de rue française dans une émeute, même sur l'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça peut rappeler aussi ce qui se passe ce qui s'est passé à Sainte-Soline, etc. Mais alors, quand même dans une proportion différente, quoi. Évidemment, toutes les petites révoltes et les émeutes actuelles très violentes parfois sont, j'imagine, le fruit d'une filiation très française de s'exprimer. Et puis une façon très française aussi de se mettre en face. C'est-à-dire que quand j'imagine qu'aucun préfet ne méconnaît tous ces événements et qu'il a lu les livres d'histoire dans le bon sens, je pense principalement au préfet de Paris, au préfet de police de Paris, donc Laurent Nunez. Ces gens-là ont tout ça dans le rétroviseur. Disons 2005, les émeutes de Clichy-sous-Bois, c'est la hantise de tout préfet aujourd'hui, c'est de se taper ça. C'est-à-dire de
deux jeunes qui sont électrocutés, deux jeunes qui sont percutés en scooter, etc. quoi. Là, tout peut arriver, quoi. Alors là, on citait, en fait, on est remonté un peu à l'époque presque contemporaine, en fait, mais en 85, Oui. en fait, j'ai noté l'affaire Malik Osekine, en fait, qui est une Oui. violence policière française, ayant provoqué la mort donc de Malik Osekine dans la nuit du 5 au 6 décembre 86 à Paris. On est dans des contextes en fait de contestation étudiante contre le projet de réforme universitaire de Baquet. À travers cette dramatique histoire, finalement, moi, je peux soulever en fait l'interrogation de comment une allumette en fait peut mettre le feu aux poudres à ce moment-là, en fait, sur tout le pays finalement. Bah, c'est ce qui se passe encore et encore. Hein, Ouais, c'est pour ça que tu as tout à fait raison. En fait, ce que je trouve très intéressant, évidemment, c'est la façon de l'État, que l'État a de répondre à ces soulèvements-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, on envoie les voltigeurs pour mater les étudiants. Malik Osekine, qui a rien à voir avec tout ça, se retrouve mort et tué tragiquement par des voltigeurs en réalité. Oui. C'est pareil, en fait, c'est des traumatismes français. Hein. Oui. D'ailleurs, on retrouve là, on crée pour répondre aux Gilets jaunes, on crée une force rapide d'intervention qui est donc la Brave M, donc la brigade de répression de l'action violente motorisée, donc 2 policiers sur une moto en brigade, et à la tête de cette Brave M, on place le commandant Lunel, qui est donc une figure déjà d'une compagnie, la CSI 93, donc la CSI de Seine-Saint-Denis, qui est aussi un groupe d'intervention qui a eu lui-même, ce groupe d'intervention, des histoires assez intéressantes de violence, voire parfois des condamnations dans des affaires de flics un peu ripoux, quoi, en fait. Donc Lunel, qui, à mon avis, évidemment, n'a pas participé à ces méfaits commis par des policiers, évidemment, ne disons pas de bêtises, et transféré pour diriger la Brave M. Donc, encore une fois, le pouvoir politique, après avoir pris un Didier Lallemand, prend quand même quelqu'un qui a une aura de quelqu'un de dur, quoi, c'est-à-dire d'efficace, mais assez difficile. Ok. Dur à tuer. On a vu l'affaire Malik Osekine, mais en 95, si on se rappelle bien, mai 95, Imad Bou, 19 ans, est jeté dans le bassin Vauban du port du Havre par des skinheads. La mort est suivie d'autres incidents. 150 personnes en fait de 16 à 20 ans affrontent la police en scandant mort au skin. En fait, un bar est pillé, des voitures sont brûlées. Alors, on citait ces événements sans pas s'en rappeler en fait la violence ultra droite finalement qu'on connaît aujourd'hui. Hein. La violence ultra-droite, les manifestations d'ultra-droite en règle générale, évidemment, encore une fois, sont éclairées par l'histoire. Donc, comme on le voit là, de 1936 jusqu'à 1985, 96, 95. Idem, il y a des spécialistes dans les différents services de renseignement qui sont entièrement focalisés, dont le travail est entièrement focalisé sur les débordements, les mouvements d'ultra-droite, qui sont très bien connus du renseignement territorial et j'imagine de la DGSI. De ce point de vue-là, ils sont bien fléchés, en quelque sorte. On connaît leurs agissements, bien sûr, dans la police nationale. Les violences qui leur en sont imputables, pour le moment, c'est d'ailleurs toujours ce qui est craint, ce sont des affrontements avec l'ultra-gauche, qui, elle, se rend à leur rassemblement à eux pour en découdre. Depuis les années 90, c'est quand même le jeu, c'est les chasseurs de skins contre les skins, c'était ça, hein, les ducks, toutes les bandes, les phénomènes de bandes qui s'affrontaient dans les rues, etc. Vraiment de façon très graphique, quoi, c'est-à-dire à coup de chaîne, à coup de batte de baseball, etc. Très orange mécanique, en fait, dans la logique. Ça, bien sûr, en fait, je pense que les sécurités intérieures craignent ce genre de débordement. En réalité, la violence qui est imputable au mouvement d'ultra-droite, à part quelques violences éparses, elle est assez structurée, mais elle est quand même moins récurrente que la violence qu'on attribue à des mouvements d'ultra-gauche, si on doit vraiment faire la comparaison.
il y a une récurrence du mouvement d'ultra-gauche qui se constitue autour quand un black bloc est constitué par différents éléments de la mouvance Antifa, c'est quand même un peu plus courant, puisque surtout dans le cadre d'un projet de gouvernement réformiste, donc avec des réformes sociales assez importantes qui suscitent évidemment de la colère du côté de l'ultra-gauche. Après, on a quand même vu, l'ultra-droite va plutôt bouger sur les sujets éthiques, liés par exemple à la bioéthique, ou à la liberté religieuse, quoi, en fait. C'est quand même ça ce qui va motiver leurs actions la plupart du temps. Et donc, je sais pas si le même focus, je sais pas comment. Je pense que ça dépend un peu des tendances politiques du moment, quoi. Ouais. Et donc du coup, là, on a parlé en tout début en préambule en fait des gilets jaunes. Je vais pas y revenir, mais je vais faire juste un focus en fait sur l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, en fait, c'est presque entre guillemets un trouble au départ dans le contexte d'ordre public. La force arrive, lui arrive en fait et commet à son tour en fait un trouble finalement de l'ordre public où finalement ça va se transformer en quelque chose de plus aérien, une affaire d'État. Voilà, ça c'était un grand moment de l'histoire française, donc 2018, pour le coup, je pense que elle sera dans les livres d'histoire, je ne vois pas comment ce serait pas le cas, puisque la mission d'enquête du Sénat est quand même très très poussée. On cherche à coincer le jeune président Macron à ce moment-là, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas eu le temps de jouir de la Coupe du Monde remportée par la France, qu'à peine avons-nous gagné cette Coupe du Monde de football qu'il est jeté directement dans l'affaire Benalla, qu'on nie comme affaire d'État, bien sûr. Il faut tout de suite dire à ce moment-là qu'il s'agit d'une petite affaire de personnel. C'était quand même en fait très saisissant, en fait très éclairant sur le pouvoir, l'usage de la force, en fait, les sociétés de protection privée, etc. Tout a été mis en fait d'un coup d'un seul. C'est parti très très vite. C'était l'angle mort c'était le grand angle mort d'Emmanuel Macron. C'était la question de la sécurité intérieure. Il n'y avait pas de projet de sécurité intérieure, sauf celui très hollandien, enfin très 2015-2016, de dire il faut faire attention au terrorisme islamiste, il faut refaire France, faire nation, etc., comme on disait à l'époque. Donc ça, c'était quand même leur gros sujet à eux, c'était ça. C'est pour ça qu'ils créent le SLU à ce moment-là. Ils disent on va mettre les jeunes encadrés par des militaires ou je ne sais quoi, et puis pendant 2 semaines, on va être français, et puis on va mélanger le gamin de Clichy-sous-Bois avec le gamin du 16e arrondissement. Le projet 6 ans plus tard ne fonctionne pas, faut quand même le rappeler. Mais par contre, pour tout ce qui est de comment gérer la police française, etc. À mon sens, il n'avait vraiment pas d'idée là-dessus. Il se disait que la fonction publique allait fonctionner d'elle-même, en quelque sorte. Et qu'il ne fallait pas trop qu'on lui cause de ça, quoi. 2022-2023, c'est les retraites. C'est les retraites, en fait. Et puis, du coup, on a le phénomène, en fait, qui revient de manière récurrente à chaque manifestation. Les black box. Phénomène récent ultra-gauche. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est, à défaut, c'est pas une idéologie, est-ce que c'est pas plutôt une technique d'attaque en fait de personnes violentes en fait qui n'ont pas d'idéologie en fait. Est-ce que le bloc a une technique d'attaque? Oui. Ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas d'idéologie et que c'est simplement une technique d'attaque en fait en cas de manifestation? Je pense pas je crois pas qu'il faille dire qu'ils n'ont pas d'idéologie. Pour le coup, je pense qu'ils ont même peut-être bien plus d'idéologie que le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale de Renaissance, minoritaire en ce moment, mais quand même le plus grand groupe. À mon sens, ils ont une idéologie qui est celle qui est souvent d'inspiration marxiste. C'est quand même des gens qui sont très très à gauche. Je peux pas te dire si toutes les personnes qui participent à un bloc sont d'idéologie marxiste, mais enfin, si quelqu'un s'amenait avec une croix celtique tatouée sur le front au milieu de ce groupe-là, je donnerais pas très cher de sa peau dans les 10 minutes qui suivent, quoi. Ok, on s'approche en fait de la... Par contre, ils sont très organisés. Ce sont des groupes éparses. Moi, en manifestation, je les ai suivis parfois pour voir comment ça se passait. Tout d'un coup, dès qu'il y en a un qui se fait... si quelqu'un commence à monter une barricade, et que les forces mobiles présentes
décident d'aller interpeller, donc attraper l'élément perturbateur et de le ramener derrière leur ligne à eux, là, il y a comme un message, c'est comme, oui, je vois comme un neurotransmetteur, quoi. Ouais. Il y a des centaines de types qui arrivent de partout, ils se crient les uns les autres au cortège de tête, ça pète et tout, faut y aller. Donc ils arrivent comme des forces de secours, en fait, c'est assez étrange d'ailleurs à voir, et là ils se mettent à constituer le bloc de façon assez violente, le gaz arrive dans l'autre sens, enfin, c'est très technique en fait, et on a l'impression en fait quand on le regarde à la télé en fait que c'est anarchique. Comme ce sont des anarchistes maintenant. Ouais, maintenant. Le paradoxe, c'est qu'ils sont pas si mal organisés que ça. Enfin, ouais. Probablement qu'il y aurait des gens pour me dire le contraire, hein, mais moi je les trouve quand même assez. Alors ils sont bien moins organisés que les services d'ordre classiques de CGT ou de FO, je ne sais pas. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand eux ils sont là et qu'ils font bien le travail, ces services d'ordre, ils travaillent en collaboration avec la police nationale, enfin avec la préfecture de police de Paris, etc. Et tout se passe très bien. C'est ce qu'on a vu avant l'usage du 49.3. Le préfet Nunez était félicité par les médias quasiment pour sa bonne gestion du maintien de l'ordre, par opposition à son prédécesseur Didier Allemand, passé pour un bonhomme rond qui faisait bien son travail, etc., sans incident. Boum, 49.3 arrive. Là, ça change totalement de ton. C'est-à-dire que là, on a eu les poubelles qui brûlaient dans la rue. Enfin, c'était quand même. On a changé de visage. Les Sainte-Soline en plus, en parallèle. Donc, on approche de la fin de l'émission. Je vais te laisser le mot de la fin, en fait, parce que là, on vient de balayer en fait pas mal de notions, pas mal d'événements. Donc il y aurait de quoi en dire, hein, bien entendu. Ça n'est pas exhaustif en fait comme manifestation, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous tracer une pensée en fait sur le mot de la fin? Voilà. Moi, j'ai toujours une petite pensée, comme je te disais tout à l'heure, pour les fonctionnaires qui sont engagés parfois dans des maintiens de l'ordre, dans des dispositifs de maintien de l'ordre qui sont très difficiles, etc., et dans lesquels parfois on leur donne des ordres un petit peu épars, confus, à l'oral, etc. Je vois dans les documents qui passent, et dont j'ai connaissance, que les choses sont très très bien cadrées en amont, comme aujourd'hui. Il y a le sommet Choose Friends aujourd'hui à Versailles. On voit la grande organisation qui est mise en place. En revanche, parfois, ils sont débordés en fait par les événements. Et je leur souhaite que ça ne leur arrive plus comme à l'époque des Gilets jaunes, parce que c'est le moment où eux-mêmes sont le plus en danger, les manifestants sont le plus en danger, et malheureusement, on voit qu'il arrive des débordements. Moi, j'ai interviewé plusieurs personnes qui avaient perdu un œil, et cette façon de fractionner la société en France, mais assez difficile. Enfin, moi, c'est un phénomène que j'aime pas du tout, et qui, à mon sens, est lié au programme réformiste du gouvernement actuel, dans son deuxième quinquennat. Et ça, j'aimerais bien, à l'avenir, que c'est évidemment, comme tous les Français, que ça n'arrive plus en fait. Mais je suis assez triste de l'usage que fait des fonctionnaires de police français et gendarmes qu'on encensait en 2015 et qui aujourd'hui parfois plus de mal à faire entendre leur légitimité, quoi. Même si on dit que plus de 70% de la population française soutient ces policiers et ces gendarmes, c'est quand même un taux qui s'amenuise au fil des ans. Et bien sûr, ils sont un peu utilisés comme chair à canon, pour maintenir la légitimité du gouvernement. Et ça, c'est regrettable à mon sens. Je pourrais dire, ça maintient de l'ordre. Merci Antoine en fait pour tes précisions. En fait, il me reste en fait qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée, et je vous retrouve quant à moi sur un prochain volet des univers de la sécurité. Merci Antoine. Merci. Cool Radio, la radio qui vous fait du bien. Vous êtes bien sur Cool Radio.